Bonjour à tous, je m'appelle Michael Amana, je suis radiologue au CHU à Strasbourg et j'ai le plaisir donc de vous retrouver pour cette vidéo qui va porter sur les annales 2022. Comme la dernière fois, on va essayer donc de revoir l'ensemble des questions qui portent sur l'imagerie, sur la radiologie, de manière a cappella, plutôt pour voir le raisonnement. Je n'ai aucunement la prétention de savoir qu'est-ce qui est juste partout, qu'est-ce qui a été décidé par le jury, qui au final dans les EDN, ECN reste souverain. Donc l'idée, c'est pas de vous donner les bonnes réponses, l'idée c'est de voir comment est-ce qu'on discute sur les dossiers, comment est-ce qu'on raisonne, et comment est-ce qu'on peut avancer pour engranger des points grâce à l'imagerie. Donc, on va sur le site du CNG, dans les ECN, on descend, on retrouve la liste des annales de 2016 à 2022, et on va commencer avec le premier DCP. C'est parti. Alors, on cherche des questions de radiologie. Voilà une première indication. On suspecte une cholangite sclérosante primitive dans ce dossier. Quel examen à visée diagnostique réalisez-vous en première intention? Alors, je ne sais pas s'il y a des examens qui ont été réalisés avant ou après. On a échographie, scintigraphie, biliRM, échondoscopie haute, CPRE. Alors, pour la cholangite sclérosante primitive, le meilleur examen à visée diagnostique, c'est la biliRM. Donc je pense qu'en première intention, on peut tout à fait partir dessus. Alors après, ça va dépendre de ce qu'il y a eu un petit peu avant sur le dossier et de on va dire la force de la suspicion. Si la suspicion est très faible, on peut commencer par une échographie hépatobiliaire entre guillemets de débrouillage pour voir s'il n'y a pas d'autres diagnostics différentiels évidents qui surviennent. Mais effectivement, si on suspecte une cholangite sclérosante primitive et que la question c'est vraiment là-dessus et que la suspicion est forte, le meilleur examen et celui à demander en première intention, c'est la biliRM. Alors, la biliRM et l'échographie montrent une succession de dilatation et sténose, ce qui évoque le diagnostic. Ok, on est d'accord, le patient est perdu de vue, il consulte aux urgences pour un ictère associé à des frissons. Quel examen demandez-vous aux premières intentions au service d'accueil des urgences? BiliRM, échoendoscopie, échographie hépatobiliaire, scanner hépatique, cholangiographie rétrograde endoscopique. Donc, on suspecte a priori une angiocolite, puisqu'il y a une cholangite sclérosante primitive, de la fièvre, des frissons, un ictère. Donc, on suspecte une angiocolite. Il faut voir s'il y a un obstacle. Au service d'accueil des urgences en première intention, donc clairement, ce sera pas le scanner. En première intention, ça va être éventuellement soit l'échographie, soit la biliRM. Dans la vraie vie, le patient aura probablement d'abord l'échographie de débrouillage et après la biliRM. Donc probablement qu'on va mettre l'échographie en premier. Mais biliRM en première intention chez un patient dont on sait qu'il a une cholangite sclérosante primitive, c'est pas illogique du tout, puisqu'on a déjà un diagnostic et qu'on sait déjà qu'il va falloir voir comment ce diagnostic a évolué. Donc on a déjà des biliRM de référence. Donc franchement, je trouve la question difficile, puisqu'il n'y a qu'une seule réponse qui est attendue. Vu que le patient est aux urgences, probablement qu'en première intention, ce sera l'échographie, mais clairement, biliRM en première intention, ça peut tout à fait se discuter. Oh là là, magnifique. Donc, en plus de l'antibiothérapie, dans la partie d'une endoprothèse, le patient bénéficie d'une CPRE, montre une sténose de la voie biliaire avec dilatation des voies biliaires en amont. Donc, on a une imagerie. À quoi correspondent les structures suivantes? Alors, le 1, c'est la vésicule biliaire, effectivement. Le 2, c'est le canal hépatique commun, non. Vous voyez qu'ici, c'est la vésicule biliaire. Ça, c'est le canal cystique qui vient de la vésicule biliaire. Le 3 est la quatrième portion du duodénum. Ce n'est pas là, c'est le duodénum, effectivement. Mais ici, c'est l'abouchement de la voie biliaire principale dans le duodénum. Donc ça, c'est la deuxième portion.
piège un peu débile. Le 4 correspond à une voie biliaire intra-hépatique. Effectivement, vous voyez ici, hein, c'est les voies biliaires intra-hépatiques. Là, ici, c'est les voies gauches. Le 5 est le canal pancréatique principal. Non, là, ici, hein, on est dans le canal cystique. Hein. Donc, en fait, vous avez ici la vésicule biliaire, le cystique, la voie biliaire principale qui est extrêmement dilatée. Et là, ici, probablement une longue sténose. Vous avez là, ici, un stent qui est en train d'être mis en place. Radiographie thoracique est la suivante. Quelle est votre interprétation? Alors, déjà, regardons la radiographie d'un petit peu plus près. Au brancard, hein, on voit déjà qu'en termes de qualité assis, hein, donc la radio est de qualité assez médiocre. Déjà, vous voyez que le patient n'est pas centré, elle n'est donc pas parfaitement de face. De 2, il vous manque les cul-de-sac pleuraux à droite comme à gauche. De 3, en termes d'inspiration, c'est dur à compter, c'est probablement pas idéal. Il n'empêche que malgré tout ceci, il y a clairement une anomalie au niveau de l'émission pulmonaire droit. Donc, dans les propositions, atteinte systématisée, donc effectivement, on a une atteinte qui semble systématisée à un lobe. Atteinte lobaire supérieure gauche, non. Syndrome alvéolaire, une condensation alvéolaire, donc oui. Miliaire, non. Pneumothorax, non. Donc probablement une pneumopathie franche lobaire aiguë, on imagine. Alors, un scanner thoracique qui a été demandé par votre collègue de garde. Ah, il est intelligent ce collègue, il demande un scanner. Qui introduit parallèlement un traitement par amoxicilline acide clavulanique. Quelle est votre interprétation de l'image? Alors, donc déjà, effectivement, il s'agit d'un scanner puisque on voit l'os, les côtes ici. Le scanner est injecté, on devine ici la crosse de l'aorte, ici la veine cave sup. On a ici le poumon gauche, on a ici le poumon droit. Le poumon gauche est déjà pathologique avec un emphysème sévère. Le poumon droit est complètement comblé avec donc de la condensation alvéolaire et des excavations qui apparaissent. On peut se demander si par endroit il n'y a pas des petits bronchogrammes aériques, mais ça c'est trop gros pour être des bronches, et c'est plutôt de l'excavation. Là ici c'est probablement des bulles d'emphysème qui ne sont pas encore comblées par le pus. Donc condensation alvéolaire, la réponse est oui, hein, il y a une condensation alvéolaire lobaire supérieure gauche. Caverne, là on ne peut pas franchement parler de caverne. Il y a effectivement des bulles d'emphysème non comblées, il y a peut-être des petites excavations qui commencent, mais une caverne, normalement, on considère que c'est un gros trou, donc a priori plutôt non. Scissurite, donc scissurite, c'est un terme de pneumologue, donc c'est pas un terme d'imagerie, la scissurite, hein. La scissurite c'est un terme de pneumologue. Donc scissurite, ça veut dire, on entend par scissurite une inflammation au niveau de la scissure, c'est-à-dire un épaississement de la scissure avec éventuellement de l'épanchement au sein de la scissure. La seule scissure qu'on voit sur cette image, c'est la scissure gauche, qui est ici, qui est fine, qui ne présente pas d'épaississement, qui ne présente pas d'épanchement, donc qui est normal. Miliaire, c'est un terme qui traduit la présence de multiples, d'innombrables micronodules parenchymateux. Donc évidemment, on ne les verrait pas ici puisque la condensation alvéolaire partout, c'est tout blanc. Donc si on cherche une miliaire, on la rechercherait là. Il n'y en a pas, hein, il y a juste de l'emphysème. Hein. Donc miliaire, en plus, vu le dossier, on ne se rend pas du tout vers une tuberculose. Emphysème, donc oui, effectivement, il y a de l'emphysème. Alors on va zoomer, comment est-ce qu'on voit l'emphysème, hein? Vous voyez ici le poumon. Alors, si j'essaie de vous trouver une petite zone de poumon normal, il y en a peut-être une toute petite ici, et encore. Hein, vous voyez que ce poumon, il est extrêmement noir, avec de larges zones détruites qui sont complètement noires, c'est-à-dire où il y a uniquement de l'air. Ces zones détruites correspondent à de l'emphysème. Ces zones détruites sont en sous-pleural, donc ça c'est de l'emphysème paraseptal, mais aussi à l'intérieur du poumon, ça c'est de l'emphysème centrolobulaire. Donc emphysème, oui. Alors, les données d'examen clinique nous ont amené à suspecter l'existence d'une sténose iliaque droite, d'une oblitération fémorale droite, d'une sténose fémorale gauche et d'un anévrisme poplité gauche. Et ben tout ça uniquement sur l'examen clinique, ils sont forts. Quels sont les deux premiers examens que vous devez demander pour confirmer votre diagnostic d'AOMI et pour localiser les lésions artérielles? Alors, l'artériographie des membres inférieurs, ça n'est plus actuellement un examen de première intention. Donc ça, c'est non. Une mesure des index de pression systolique en cheville, c'est pas de l'imagerie, donc on va dire joker, mais l'IPS permet effectivement de confirmer le diagnostic. Après, ça va pas du tout localiser les lésions.
Un échodoppler artériel des membres inférieurs, c'est un examen de première intention, clairement. Un angioscanner des membres inférieurs, ça va être l'examen de référence pour la localisation précise, la quantification des lésions. Une angio-IRM des membres inférieurs, c'est à l'heure actuelle plutôt un examen de seconde intention, non pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il est peu disponible. Donc, les deux premiers examens, probablement que, vu la façon dont la question est posée, puisqu'a priori c'est juste une suspicion, la mesure des index de pression systolique va permettre de dire qu'il se passe effectivement quelque chose et qu'il y a une AOMI, et l'échodoppler artériel va permettre en première intention de faire un bilan de débrouillage. Mais clairement, la réponse angioscanner des membres inférieurs, à mon sens, quand l'examen clinique est très en faveur, on peut directement aller à l'angioscanner, ça se justifie tout à fait, mais vu comment la question est posée, c'est probablement pas ce qui est attendu, et effectivement, en première intention, ça reste encore l'échographie, même si sur le plan pratique, clairement, ça se discute, donc c'est une question qui est pas évidente. Effectivement, hein, dans le dossier, on voit mesure des index de pression de cheville et échodoppler aorte et membre inférieur. En pratique, je ne sais pas quelle était la clinique, hein, mais si la clinique est suffisamment sévère pour vous amener à suspicionner tout ce qu'on a vu, et notamment oblitération, anévrisme, clairement, c'est l'angioscanner aortique et membre inférieur qui permettra de faire un bilan préopératoire complet. Donc, franchement, je trouve que ça se discute, hein. Vous demandez une IRM de la région hypothalamo-hypophysaire dont une coupe est représentée ci-dessous. Alors, on va zoomer, on va raisonner. Donc déjà, il y a un signe de la flèche. Donc, a priori, les anomalies se passent quelque part ici. La question qui va se poser, c'est quel type de coupe s'agit-il? Alors, il s'agit d'une coupe coronale. Effectivement, vous reconnaissez ici les ventricules. Vous avez ici la voûte crânienne et vous avez ici l'encéphale, donc c'est une coupe coronale. Est-ce qu'il s'agit d'une séquence en T2? Alors ça c'est pas évident, donc pour savoir si c'est du T2 ou pas du T2, on va rechercher le LCR, donc on va voir dans les ventricules, on va voir dans les sillons, le LCR est noir, donc a priori on n'est pas sur du T2, on est plutôt sur du T1. Il existe un adénome hypophysaire. Donc ça, effectivement, c'est la région de l'hypophyse, hein, avec les sinus caverneux ici et là, avec le chiasma optique ici, et vous avez une masse de contour net régulier qui est visualisée au sein de l'hypophyse. Donc, il existe un hypophysaire. La réponse est oui. La flèche indique l'hypothalamus. Alors là, ici, c'est le chiasma optique, ce n'est pas l'hypothalamus. Donc vous avez ici le toit de la selle turcique et vous avez ici la zone du chiasma qui va après se diviser pour aller donner les deux nerfs optiques. Donc stricto sensu, là ici la flèche, c'est le chiasma optique. Il existe une atteinte du chiasma optique. Alors pareil, c'est pas facile, on va zoomer, mais effectivement, ça vient à côté. Après, est-ce que c'est comprimé ou dévié sur cette unique coupe? On n'a pas l'impression, mais effectivement, ça vient proche. Donc, franchement, là, sur une seule coupe, c'est assez difficile à se prononcer. On a quand même l'impression que c'est assez proche, et donc j'aurais tendance à dire oui pour l'atteinte du chiasme optique. Mais là, c'est limite, hein. Sur cette seule coupe, c'est limite, hein. Si ça se trouve, c'est la pire coupe. Et en fait, s'il n'y avait que ça, on aurait dit non. Donc, c'est un peu limite, je trouve. Eh ben, il n'y avait pas beaucoup d'imagerie dans ce DCP1. On passe au suivant. Donc, c'est les épreuves de questions isolées. Ah, une magnifique radio du coude. On parle de radioanatomie. Donc 1 correspond au col du radius, vous avez le radius ici, vous avez la tête ici, donc oui, ça c'est le col du radius.
2 correspond à l'olécrane, effectivement. 3 correspond au capitulum, non. 3 c'est l'ulna. 4 correspond à l'ulna, non, ça c'est l'humérus. 5 correspond au processus coracoïde. Alors, waouh, ça c'est une vraie question posée par un radiologue. En ce qui concerne les tumeurs hépatiques, quelles sont là les propositions? En vrai, on n'a que des propositions d'imagerie. Alors, l'adénome hépatique a un aspect hypodense hétérogène avec rehaussement artériel fugace au scanner injecté. Waouh, c'est vraiment pointu. Donc l'adénome hépatique est en général plutôt homogène. Ça peut être hypodense, le rehaussement artériel fugace, pas forcément. Donc j'aurais plutôt tendance à dire non à cette proposition. L'hyperplasie nodulaire focale se caractérise par la présence d'une cicatrice centrale hypo-intense en IRM T1. Donc l'HNF, hyperplasie nodulaire focale, effectivement présente une cicatrice. Cette cicatrice est hypo-intense à tous les temps, plus mieux vue en T2, mais effectivement en T1 aussi, donc on va valider cette proposition. Proposition C, au scanner, l'hémangiome est caractérisé par un rehaussement en MOT après injection de produits de contraste. Donc effectivement, c'est une des caractéristiques de l'hémangiome, hein, c'est rehaussement périphérique, hein, en MOT, comme on dit, autour de la périphérie de la lésion. Donc cette proposition, on la valide aussi. Dans un contexte d'hépatopathie chronique, le premier diagnostic qui est évoqué devant un nodule isolé au scanner est le carcinome hépatocellulaire, le CHC. Donc, alors, ça dépend de l'aspect du nodule, mais effectivement, si c'est un nodule non kystique, donc un nodule solide, on va toujours évoquer le CHC, car c'est, dans un contexte de cirrhose, le diagnostic le plus grave. L'IRM permet de caractériser les tumeurs hépatiques. Bah, la réponse est oui. Alors, pas toujours, mais effectivement, elle aide à caractériser les tumeurs hépatiques. Donc là, la réponse est oui. Ça se voit que c'est clairement une réponse, une proposition de radiologue. Pour être honnête, ça me semble, surtout pour les premiers, très avancé. C'est plutôt du rang C que du rang A, hein. Ça me semble quand même extrêmement avancé, c'est assez pointu. Bon, c'est dans le thème sur les tumeurs hépatiques bénignes. Alors, vous suivez en consultation Monsieur X, passant un anévrisme de l'orthogonale sous-rénale, n'a pas montré d'évolution, anévrisme à 41 mm. Aux urgences pour la survenue d'une douleur abdomino-lombaire sourde et continue. La palpation douce abdominale est difficile, on retrouve tous les pouls périphériques, PA 140-70 aux deux bras, fréquence cardiaque régulière. Quelle stratégie de prise en charge proposez-vous à ce patient? Une seule réponse. La parotomie exploratrice en urgence, clairement non, puisque le patient est stable. Échodoppler de l'aorte en urgence, c'est une bonne option. Artériographie, jamais en première intention. Angioscanner aortique, c'est une bonne option. Surveillance en soins intensifs, pas pour le moment. Donc effectivement, la prise en charge, elle va se discuter entre la B et la D, l'échodoppler et l'angioscanner. En pratique, les deux permettront de dire oui ou non par rapport à la suspicion, qui est une suspicion de rupture d'anévrisme. D'entre les deux, le meilleur examen est de loin est l'angioscanner. Donc même s'il n'y a pas de critères de gravité, il y a quand même une suspicion de complications au niveau de l'anévrisme. Et chez un patient qui consulte aux urgences, il est logique d'aller directement à l'examen qui va permettre de poser un diagnostic précis et d'aider pour diagnostic différentiel. Donc dans ce cas-là, c'est l'angioscanner aortique. En pratique, si le patient n'était pas aux urgences, si c'est une douleur qui était un petit peu chronique, on peut se dire on fait un échodoppler entre guillemets de débrouillage et puis c'est normal, on s'arrête là. Mais là, il vient, c'est brutal. Voilà, je pense que s'il fallait en choisir que un, dans le monde idéal, ce serait l'angioscanner. Mais ça se discute entre B et D. Alors, une femme de 85 ans aux antécédents de néoplasie mammaire consulte pour des douleurs de cuisse droite. Ces douleurs sont permanentes. Des radiographies du fémur droit sont réalisées. Alors, c'est minuscule. On va zoomer. Il y a effectivement une trame osseuse complètement hétérogène, hein, avec de larges lésions lithiques que l'on voit ici, 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 vraiment diffuses, hein, donc qui correspondent
le plus probablement à des métastases. Hein. On a l'impression, même si c'est difficilement visible, qu'au niveau aussi du sacrum et des branches ischio-iliopubiennes, c'est hétérogène. On a du mal à voir la tête fémorale là-dessus. Je ne sais pas si là on voit un petit peu mieux. Non. Alors, c'est quoi les propositions? Il existe une fragilisation du fémur proximal droit. Je pense qu'on peut valider, puisqu'effectivement, on voit que les lésions lithiques, elles prédominent franchement au niveau de la portion proximale du fémur, et que ces lésions lithiques viennent au minimum amincir, enfin éroder la corticale qui est difficilement visible par endroits. Donc clairement, il y a une fragilisation. Il existe des plages ostéocondensantes. Alors, ça c'est piégeux parce que vous voyez que la majorité des plages sont ostéolytiques, mais parfois dans les métastases, il peut aussi y avoir de l'ostéocondensation. Est-ce qu'on valide des plages d'ostéocondensation? On peut se demander si ici, ici, par là. Je ne sais pas. Très hétérogène, donc c'est pas impossible qu'il y ait de l'ostéocondensation périphérique, hein, donc on peut possiblement valider ceci. Des plages ostéolytiques, ça oui, on les a vues. Les appositions périostées, on a plutôt l'impression que non, même si là, ici, est-ce que ça peut être des appositions en osté? Je ne sais pas. Il existe de multiples zones de disparition des corticales. Alors, j'ai l'impression d'avoir un liseré cortical qui reste présent, qui est très aminci, mais qui reste présent. Donc celle-là, on va plutôt pas la valider. Mais vous voyez que elle est pas facile, celle-là. Hein. Elle est clairement pas facile. Bon, là, il n'y a toujours rien. Alors, quels éléments sémiologiques d'imagerie entrent dans la définition d'un épanchement pleural liquidien en radiographie? Il s'agit d'une opacité de déclive, basie thoracique, si le patient est debout, donc effectivement, patient debout, l'épanchement pleural liquidien est basal déclive. En radiographie, en cas d'épanchement cloisonné, la limite interne de l'opacité peut devenir convexe. Effectivement, normalement, vous avez la belle ligne de damoiseau qui est concave, mais si l'épanchement est cloisonné, eh bien, au sein d'une cloison, tout à fait devenir convexe au lieu d'être concave. En radiographie, il existe un bronchogramme aérique au sein de l'opacité anormale, donc ça n'est pas possible. Pourquoi? L'opacité, c'est du liquide et il n'y a pas de bronche à l'intérieur, donc il n'y a aucune raison que dans un épanchement pleural il y ait des bronches, donc pas de raison d'avoir un bronchogramme aérique. Il existe un effacement du diaphragme en radiographie, donc ça, c'est vrai. Pourquoi? Parce que le diaphragme se voit par contraste avec les structures adjacentes. Donc en règle générale, la structure au-dessus du diaphragme, c'est le poumon, donc qui est aérique. Et donc effectivement, si vous avez de l'eau, donc liquidien, qui va avoir une densité proche de celle du diaphragme, une opacité proche de celle du diaphragme, vous allez ne plus voir ou moins bien voir le diaphragme. L'échographie pleurale est la technique de choix pour le diagnostic d'épanchement liquidien chez un patient couché. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette question? C'est un peu difficile à dire. Alors, est-ce que l'échographie pleurale identifie l'épanchement liquidien chez un patient couché? Oui, s'il est de forte abondance. Après, si le patient est couché, il ne peut pas se mettre en position assise, ça va être un petit peu plus difficile. Les épanchements à une moyenne abondance. En pratique, chez un patient qui est complètement couché, la radiographie ne va pas pouvoir aider pour le diagnostic d'épanchement pleural liquidien. Donc l'échographie aide. Est-ce que c'est la technique de choix? Ça se discute. C'est une bonne technique. Elle n'est pas forcément toujours réalisée. Donc je trouve cette question un petit peu bizarre. Est-ce que l'échographie permet le diagnostic d'épanchement liquidien chez un patient couché? La réponse est oui. Est-ce que c'est la technique de choix? Ça dépend. Oui, c'est une bonne technique en première intention. On peut valider, mais je trouve cette question un petit peu mal formulée. Et voilà, c'est la fin. Il y avait quand même quelques questions d'imagerie dans ces QI. Voilà, on continue. Deuxième DCP. Alors, on en arrivé sur le dossier, on évoquerait des diagnostics, je ne sais même pas si c'est un homme ou une femme, d'ulcère, de péritonite, de colique, de pyélonéphrite, de péritonite appendiculaire. Et on nous demande quel examen complémentaire demandez-vous pour établir votre diagnostic étiologique? Une seule réponse attendue.
Donc, dans les syndromes douloureux abdominopelviens, a priori c'est le cas, avec fièvre, avec a priori défense, puisqu'on s'oriente vers appendicite, péritonite, ce genre de choses. La radiographie n'est pas un examen, n'est plus du tout un examen indiqué. La radiographie thoracique ne va pas apporter d'informations, même si parfois on peut voir un pneumopéritoine, mais c'est pas du tout le sujet. La fibroscopie œsogastroduodénale ne se fait pas en première intention, donc ça va jouer entre échographie abdominale pelvienne et scanner abdominopelvien. J'ai pas vu exactement, on peut peut-être voir rapidement si c'est une femme jeune ou pas, les critères de sévérité ou pas, patiente de 43 ans, sans douleur abdominale intense depuis 48 heures, en fausse iliaque droite, elle a vomi, ok, contracture abdominale généralisée. Donc, clairement, une contracture abdominale généralisée, c'est un facteur de gravité, on se rend probablement plutôt vers une péritonite, donc a priori c'est une péritonite d'origine appendiculaire, donc dans ces cas-là, clairement, il faut aller au scanner. Alors, on continue. Voici des coupes scanographiques. Donc, effectivement, il fallait faire un scanner. Alors, donc, ça ici, on va zoomer. C'est une coupe de scanner abdominopelvien, coupe axiale. Donc, vous voyez ici les os au niveau iliaque qui sont effectivement hyper denses. Là, ici, c'est l'utérus. Là, ici, c'est une densité liquidienne. Là, ici, c'est le péritoine autour du liquide. Donc, ce liquide, il est dans le cul-de-sac de Douglas. Là, vous voyez le péritoine qui prend un peu le contraste. Donc, ça, c'est l'utérus. Là, ici, vous avez un granité à l'intérieur qui correspond aux matières fécales. Donc, ça, c'est du tube digestif. Vu la localisation, vous voyez, juste en avant du coccyx, ben, on est au niveau de l'ampoule rectale ou peut-être un petit peu plus haut. Et ça, ici, eh bien, c'est une structure qui est dense, qui se situe dans la région de la fosse iliaque droite, dans un contexte d'appendicite suspicionné. C'est très certainement le fameux stercolite. Alors, donc vous voyez que c'est très dense, c'est rond, hein, ça a une densité qui est proche de celle de l'os et qui est plus dense que celle des vaisseaux que vous voyez à côté. Ça ici, c'est l'artère iliaque externe, ça ici, c'est la veine iliaque externe. Alors, quelles sont les propositions exactes? Il s'agit d'un scanner abdominopelvien en coupe axiale transverse. On a vu effectivement, oui, le chiffre 1 correspond à l'utérus. Alors, 1, effectivement, ça ne peut pas être l'utérus. Pourquoi? Parce que vous avez à l'intérieur ce fameux granité avec de l'air. Donc, à moins d'avoir un gros problème au niveau de l'endomètre, c'est pas possible que ce soit l'utérus. Donc, ça, c'est du tube digestif. Le chiffre 2 correspond à un épanchement dans le cul-de-sac de Douglas. Donc, effectivement, c'est ce qu'on a vu. C'est une densité qui est liquidienne. Vous voyez, c'est gris homogène par rapport à la densité du muscle ou à la densité de l'utérus qui serait hausse ou à la densité des vaisseaux qui serait hausse. Donc ça, c'est une densité liquidienne. Donc c'est du liquide. On est en arrière de l'utérus, en avant de la charnière recto-sigmoïdienne. C'est effectivement le cul-de-sac de Douglas. Le chiffre 3 correspond à un stercolite appendiculaire. Donc effectivement, alors c'est là où ça peut être un petit peu piégeux, c'est à ne pas confondre avec une structure artérielle, mais les structures artérielles sur les coupes axiales, elles viennent généralement par plusieurs. Vous avez l'artère, en général vous avez la veine à côté. Parfois, notamment au niveau des membres inférieurs, souvent il y a deux veines, il y a deux veines fréquemment, deux veines poplitées ou deux veines fémorales superficielles. Donc là, ici, vous en avez une, deux, donc c'est pour ça que ça, c'est le paquet vasculaire. Effectivement, ça, c'est à côté, donc ce n'est pas un vaisseau, et la densité, comme on l'a dit, n'est pas la même. Donc là, clairement, c'est un stercolite. Le rein droit est visible sur un des clichés. Alors là, on est au niveau des ailes iliaques, donc à ce niveau-là, on ne peut pas voir le rein droit. Donc effectivement, ce n'est pas le cas, sauf si la patiente a un rein pelvien ou une transplantation rénale, mais c'est pas du tout le cas. Donc non, ce QCM était bien. Oh là là, encore un QCM de radio à la suite, c'est génial. Alors, à propos de cette coupe scanographique, alors on va zoomer encore. Donc là, vous voyez, on est toujours sur un scanner abdominopelvien. Vous voyez l'os qui est en blanc. Vous avez le rachis, vous avez les côtes. Ici, c'est l'avant, ici, c'est l'arrière. C'est une coupe transversale. Cette structure ici, située à droite, c'est le foie. Au sein du foie, vous voyez les vaisseaux. L'aorte, vous la voyez très bien aussi. Elle est beaucoup plus dense que le muscle. Les vaisseaux au sein du foie sont rehaussés, plus denses que le muscle. Le scanner est injecté.
Ce temps d'injection, c'est un temps qui permet un rehaussement similaire de l'aorte et des structures à l'intérieur du foie, donc notamment les veines portes et les veines sus-hépatiques. Là, ici, sur une seule coupe, c'est un petit peu dur de dire laquelle est laquelle, mais vous voyez que ça a la même couleur, donc on est sur un temps veineux. Alors, l'aorte est visible. Donc, effectivement, vous avez ici le rachis, l'aorte est présente ici, donc oui, il existe un pneumopéritoine. Donc, un pneumopéritoine, c'est quoi? Ce serait de l'air, donc quelque chose d'aussi blanc que l'air autour, à l'intérieur de la cavité péritonéale. Donc là, ici, on ne voit pas de blanc à l'intérieur, de noir à l'intérieur de la cavité péritonéale. Il n'y a pas de pneumopéritoine visible. Une petite astuce, il faut savoir que pour voir le pneumopéritoine, eh bien, comme c'est du noir, on va essayer de le différencier de la graisse qui elle aussi est noire. Donc généralement, quand on cherche à voir un pneumopéritoine, on va régler la fenêtre du scanner de manière à mieux différencier le noir de l'air qui va rester noir quoi qu'il arrive, puisqu'il n'y a rien à l'intérieur, il n'y a que l'air, versus le noir de la graisse qui, si on eh bien, change un petit peu la fenêtre, la graisse va devenir un petit peu plus blanche en termes de colorimétrie. Donc, quand on cherche à voir un pneumopéritoine, généralement, ce n'est pas cette fenêtre-là, qui est une fenêtre viscérale classique, qui est montrée, mais plutôt une fenêtre un petit peu plus osseuse, hein, dans laquelle on arrive à mieux voir les bulles d'air noir. Donc là-dessus, clairement, c'est pas fait pour montrer un pneumopéritoine, ce qui est une indication supplémentaire que ce n'est pas ce qu'on recherchait. Le chiffre 4 correspond au rein gauche, donc 4, on est ici, donc c'est à gauche déjà, effectivement, mais ça ce n'est pas le rein, vous voyez que ça n'a pas du tout une forme de rein, ça c'est la rate qui est bien homogène. On voit pas du tout de cortex, on voit pas de cavité pyélocalicielle, ni rien du tout, c'est pas le rein. Le chiffre 5 correspond à un épanchement liquidien. Donc effectivement, autour de la rate, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une lame qui est périsplénique, qui est relativement épaisse, hein, centimétrique, hein, et qui a la même couleur que l'épanchement qu'on avait avant dans le cul-de-sac de Douglas. Donc c'est une densité liquidienne. Effectivement, il y a un épanchement périsplénique. Il existe un amas d'anse-grêle. Alors, les anse-grêles, ça se voit tout à fait sur le scanner. Ici, vous avez le foie qui prend la majorité de la coupe, vous avez la rate qui prend la majorité de la coupe, et vous avez cette structure digestive ici, on est situé assez haut, qui correspond non pas à du grêle, mais qui correspond à la jonction œsogastrique. Donc là, ici, eh bien, la coupe, elle est trop haute, hein, on n'est pas au niveau du grêle, et c'est pour ça qu'il n'y a pas dans ce grêle, et on ne peut pas valider cette réponse. Excellent QCM encore, hein, vraiment, ça c'est vrai que c'est un radiologue qui a fait ça, je suis ravi. Alors, dans le cadre de cette dyspnée chronique, quel examen complémentaire demandez-vous en première intention? Alors, c'est quoi le contexte? 65 ans, dyspnée, essoufflement dans la vie quotidienne, pas de toux, pas d'expectoration, elle fume, tabagine 50 paquets années, pas de terrain atopique, pas de traitement, pas d'épisode, pas d'antibio. Ok. Et donc, on suspecte maladie neuromusculaire, insuffisance cardiaque gauche, PID, asthme, BPCO. Donc ça, c'est dans les différentes hypothèses. Quel examen complémentaire demandez-vous en première intention? Alors, est-ce qu'on va demander des dimères? Non, puisque c'est chronique. Est-ce qu'on va demander un angioscanner thoracique avec temps artériel pulmonaire? Non, parce que sur un truc chronique, on ne s'oriente pas vers une embolie pulmonaire, d'autant plus qu'il n'y a pas de douleur thoracique. Un PET scanner? Non. Une CRP? Non. Donc une radiographie du thorax? Oui. La seule chose, et je trouve qu'ils ont été intelligents là-dessus, c'est est-ce qu'on peut discuter devant une dyspnée chez une patiente tabagique 50 paquets années, radio du thorax versus scanner thoracique non injecté. Clairement, là, ça se discute et on ne dit pas si l'auscultation elle est normale ou pas. Murmure vésiculaire modérément diminué de façon bilatérale avec quelques sibilants. Ouais. Donc ça peut se discuter, mais effectivement une radio thoracique c'est classiquement l'examen de première intention, donc là oui, le reste non. Alors la radiographie thoracique est demandée. Alors on a la radiographie du thorax et on nous pose des questions sur les EFR. Oh ben franchement ça c'est nul. Et la suite, non, il n'y a pas de.
Il n'y a pas de question sur la radiographie thoracique. Dommage. C'est dommage de mettre sur une belle radio normale et de ne pas poser des questions dessus. Ah, parfait, il y a un scanner. Ah, excellent, excellent. Elle avait bénéficié récemment d'un scanner thoracique qu'elle vous montre. Ah, donc elle a fait un scanner, mais elle a caché jusqu'à la fin. Celui-ci confirme lésion d'emphysème prédominant au sommet. Très bien, ce scanner permet mécaniquement de découvrir un nodule mesuré à 6 mm au niveau du lobe inférieur gauche. Flèche. Donc c'est parfait. Vous avez ici effectivement, il s'agit d'un scanner. Vous voyez, on devine l'os malgré le fenêtrage parenchymateux pulmonaire. Vous avez ici le poumon droit, vous avez ici le poumon gauche. Ce que vous voyez linéaire ici, ici, c'est pas des nodules, c'est simplement les vaisseaux. Alors vous allez me dire, quand vous avez un vaisseau comme ça qui est pris en coupe, comment on le différencie d'un nodule? Sur une seule coupe, c'est pas possible. On le différencie en faisant défiler l'examen de haut en bas et pour permettre de voir si c'est en continuité, donc si c'est une structure vasculaire, ou si c'est pas en continuité, si ça apparaît, disparaît, comme ici, ce qui correspond à un nodule. Alors, la question, quels sont les critères en faveur de la nature bénigne de ce nodule? La taille. Alors, 6 mm, c'est une taille qui est indéterminée pour un nodule pulmonaire. Effectivement, plus le nodule est petit, plus le risque de malignité est faible, plus un nodule est gros, plus le risque de malignité augmente. Sauf qu'il n'y a pas de cut-off évident, et dans la littérature, ce que l'on considère, c'est qu'à partir de 6 mm, un nodule est suffisamment gros pour pouvoir être un cancer, et donc pour nécessiter au minimum un suivi ou une réflexion derrière. Sur des nodules isolés de 2, 3, 4 mm, 5 mm, quand il n'y a pas de facteur de risque, donc ce qui n'est pas le cas ici puisque la patiente est tabagique, etc., mais pas de facteur de risque, une découverte fortuite, un nodule de 3-4 mm, on ne va pas forcément aller plus loin et on peut considérer que la taille, petite taille, est suffisante pour être rassurant, mais là clairement à 6 mm, ce n'est pas le cas. Les contours réguliers, donc effectivement, vous voyez qu'il s'agit d'un nodule de contour net régulier, donc ça, c'est en faveur du caractère bénin. Le tabagisme de la patiente, évidemment, ce n'est pas en faveur d'un nodule bénin. C'est fréquent d'avoir des nodules chez les patients tabagiques. Heureusement, la majorité des nodules chez les patients tabagiques sont des nodules bénins, mais clairement, le tabac est un facteur de risque de cancer, donc évidemment que non. Le diagnostic de PPCO, non, ce n'est pas en faveur de la nature bénigne. L'absence de calcification en son centre, non, c'est l'inverse. Et si on avait une calcification au centre, ça aurait été un critère supplémentaire pour la nature bénigne. Donc l'absence de calcification, elle n'oriente pas vers ou pas vers pas la malignité, en sachant que sur un fenêtrage parenchymateux comme ceci, on ne peut pas distinguer de manière franche une calcification et une microcalcification, parce que le nodule est déjà tout blanc, et vous voyez qu'il est quasiment aussi blanc que l'os adjacent. Alors, concernant la prise en charge de ce nodule, qu'allez-vous proposer? Une tomographie par émission de positrons, donc un PET scanner. Non, pourquoi est-ce qu'on ne propose pas un PET scanner? Parce qu'à 6 mm, c'est un peu limite. Alors les PET scanners actuels y arrivent, mais on est un petit peu limite en termes de sensibilité du PET scanner dans son ensemble. On considère que c'est plutôt au-delà de 6 mm. 6 mm, c'est un petit peu juste. Et puis parce que aussi, on a beaucoup de critères de bénignité. Donc là, clairement, on ne va pas aller vers un PET scanner. Une biopsie sous scanner, non. Pourquoi? Parce que, on a plutôt des critères de bénignité et on n'a pas de critères inquiétants. Donc bénignité, on l'a vu, les contours réguliers. Dans les autres questions qui n'ont pas été, dans les questions qui n'ont pas été posées, c'est le caractère sous-pleural du nodule, les contours nets, le caractère sous-pleural du nodule, donc la taille qui est une taille à 6 mm. Contrôle du scanner dans plusieurs mois, oui, effectivement, on va contrôler le scanner. Alors, c'est, je trouve, bien formulé, puisque c'est dans plusieurs mois, ça peut être 2, 3, 6 mois, 9 mois, 1 an, en fait, dans les guidelines sur un nodule qui a des critères TDM de bénignité, eh bien, il est recommandé chez des patients à risque, comme cette patiente-là qui est tabagique, de faire au minimum un contrôle. Ce contrôle peut être fait à 3 mois, il peut être fait un petit peu plus tardivement, 6 mois, voire même 9 mois. Donc je trouve ça très intelligent d'avoir mis dans plusieurs mois, puisque c'est effectivement dans plusieurs mois, mais on ne vous demande pas de savoir dans combien de mois. Un test de libération d'interféron, non, ça n'a aucun intérêt, on ne voit pas du tout, ça c'est pas du tout un nodule qui fait suspecter une tuberculose. Pourquoi?
Eh bien, parce que déjà, un, il n'y a qu'un nodule unique. Donc, un nodule, une tuberculose, nodule, c'est plutôt soit des miliaires, soit des cavernes. Et de deux, la localisation de la tuberculose, c'est plutôt les lobes supérieurs, alors qu'ici, on est en lobe inférieur. Et la localisation de tuberculose, c'est plutôt le poumon central, alors qu'ici, on est en sous-pleural. Chirurgie exérèse d'emblée, évidemment que non, puisque on vous a dit, on est plutôt vers des critères de bénignité, donc un nodule bénin qu'on va surveiller. Voici les radiographies. Alors là, franchement, c'est plus du tout mon domaine, donc ça remonte à très loin, mais clairement là, vous avez une rupture de continuité au niveau de la corticale et des travées. Donc la radiographie n'est pas normale. Est-ce qu'elle est normale? Non. Est-ce qu'il y a une fracture basicervicale? On a l'impression que oui. On est au niveau du col du fémur. Fracture de la branche iliopubienne, on la voit assez mal. Si on la voit ici, elle a l'air plutôt continue, donc ça on va dire non. Fracture sous-trochantérienne, vous avez les trochantères ici et là, donc en sous-trochantérien c'est plutôt propre, donc non. Fracture cervicale Garden 1, il me semble que c'est un petit peu plus bas le Garden, donc on va aller sur la fracture basicervicale. Alors, un scanner abdominopelvien a été réalisé. Il s'agit d'un scanner injecté. Vous avez ici une coupe axiale. Vous avez ici l'aorte. Vous voyez que l'aorte est aussi blanche sur ce fenêtrage que l'os, et nettement plus blanche en tout cas que les structures parenchymateuses. Donc on est sur un temps artériel aortique. Vous avez ici le rein gauche, vous avez ici le rein droit, vous avez ici une coupe coronale, vous avez ici le rein gauche, vous avez ici le rein droit. Vous voyez que sur le rein droit, vous avez un rehaussement très limité de quelques portions du cortex, et vous avez une large portion de la corticale et de la médullaire qui ne se rehausse pas du tout, ça reste complètement noir, il n'y a pas de prise de contraste artérielle. Par rapport à l'autre côté, vous voyez une belle prise de contraste corticale avec une belle différenciation corticomédulaire. Donc l'examen montre des kystes rénaux du rein droit. Alors ça c'est un piège. Effectivement, c'est entre guillemets gris, donc une densité proche du liquide. Vous avez ici la vésicule biliaire pour vous donner une idée de la densité liquidienne et de la couleur du liquide en référence. Donc, ça pourrait ressembler, mais effectivement ce n'est pas du tout un kyste. Hein. Un kyste, il y aurait une déformation des contours du rein et quelque chose d'un petit peu moins gris que ça. Vous voyez que là, les contours du rein sont bien conservés, donc il n'y a pas de kyste. Une lithiase enclavée dans le rein droit, donc une lithiase, elle serait visible au niveau de l'appareil excréteur. Donc là, déjà, il n'y a aucune dilatation des cavités pilocalicielles, effectivement, et une lithiase, en règle générale, c'est quelque chose qui a une densité proche de l'os, donc on aurait vu à l'intérieur quelque chose avec une couleur très blanche, comme ici, ce qui n'est pas le cas non plus. Enfin, en règle générale, quand la lithiase est enclavée, elle s'enclave au niveau de l'urtère, et là, on est trop haut pour voir l'urtère, et là, on est trop postérieur pour voir l'urtère qui doit être quelque part par là et plus en avant. Donc tout ça nous fait dire que de toute façon, il n'y a pas de lithiase, effectivement. Les cavités pilocalicielles droites sont dilatées? Non, on ne les voit pas. Hein. Les cavités pilocalicielles, quand elles sont dilatées, elles se voient et elles ont une densité liquidienne, donc comme ici dans la vésicule biliaire, ce qui n'est pas du tout le cas ici. Vous voyez, vous avez la graisse à l'intérieur et pas de liquide. L'examen montre une zone d'hypoperfusion du rein droit. Effectivement, vous avez une large portion du rein droit qui ne se rehausse pas après injection, donc le rein effectivement très largement hypoperfusé. Donc oui, il s'agit d'un scanner injecté au temps artériel. Effectivement, vous avez vu l'aorte ici, qui sur fenêtrage est très très blanche, et surtout parce que le fenêtrage, ça peut changer en fonction de comment on le fait, mais surtout, vous voyez qu'elle est beaucoup plus blanche que les autres structures, et notamment là ici, vous avez la veine cave inférieure, qui est quasiment noire, hein, entre guillemets noire-grise, hein, qui est peu rehaussée. Donc, vous voyez, cette différence de rehaussement prouve bien qu'on est sur un temps artériel, où l'aorte est très rehaussée et les structures veineuses ne sont pas encore rehaussées du tout. Rappelez-vous, comparativement à avant, on avait une homogénéité entre l'aorte, les veines sushépatiques, les veines portes, etc. Donc oui, c'est un temps artériel. Alors, devant cette suspicion de pneumopathie interstitielle diffuse, quels sont les deux examens complémentaires les plus pertinents? Fibroscopie, a priori en première intention, non. EFR, évidemment que ce sera un examen indispensable. Scanner thoracique, c'est l'examen de référence pour le diagnostic positif
Le diagnostic étiologique est le suivi de la pneumopathie interstitielle diffuse, donc évidemment oui. L'échocardiographie, c'est pas en première intention, et puis c'est plus pour voir un éventuel retentissement cardiaque. Scintigraphie pulmonaire, non, ce n'est pas utile dans le diagnostic. Donc là, c'était scanner thoracique et EFR, mais il faut retenir le scanner thoracique. Ah bah super, je me disais, super, on a un scanner thoracique. Quelles lésions élémentaires observez-vous sur ce scanner? Donc là, ici, il s'agit effectivement d'un scanner thoracique en coupe axiale. Hein, vous voyez l'os, hein, vous voyez les parenchymes pulmonaires. Pour vous donner un ordre de référence, ici, ça, c'est du poumon qui est normal. Et donc, le poumon anormal, c'est ici, c'est ici, c'est ici et c'est ici. Dans ce poumon anormal, si on zoome, qu'est-ce qu'on a? On a ces zones ici qui correspondent à des opacités linéaires, diffuses, qu'on appelle des réticulations. On a aussi là ici des zones noires, branchées, qui correspondent à de l'air. Cet air, il est situé au niveau des bronches, et ça, c'est des bronches dilatées qui correspondent à des bronchectasies. Il y a ici un petit peu de verre dépoli, donc c'est cette augmentation de la densité diffuse, mais qui n'efface pas les structures adjacentes, et ça a l'air d'être à peu près tout. Donc, épanchement pleural. On cherche ici, il n'y a pas d'épanchement pleural. Condensation, on a dit non, on ne voit pas de condensation alvéolaire. Micronodule, il n'y a pas de micronodule visible. Réticulation, effectivement, vous avez ces lignes qui correspondent à des réticulations. Alors, est-ce qu'elles sont intralobulaires ou pas intralobulaires? En pratique, ça n'a aucun intérêt. Effectivement, ces réticulations, elles sont à l'intérieur des lobules. Hein, puisqu'un lobule, il fait à peu près 2 cm, hein, grosso modo. Là, vous voyez que vous en avez largement plus. Hein. Bronchectasie de traction, oui, c'est ce qu'on a vu ici, c'est des bronchectasies. Donc la bonne réponse, c'est réticulation et bronchectasie. Compte tenu de la gravité du patient, vous l'hospitalisez. La température est à 38,6. Une radiographie thoracique au lit est réalisée en position assise. Donc j'imagine que c'est le même patient d'avant. Donc effectivement, on voit une augmentation de la densité de la trame alvéolo-interstitielle dans les bases. Est-ce qu'on a un épanchement pleural droit? Non, on voit bien le cul-de-sac pleural du côté droit. Est-ce qu'on a un pneumothorax apical gauche? Plutôt l'impression que non. Hein. On devine, en tout cas avec la qualité d'image, c'est pas terrible, mais on devine des structures vasculaires jusqu'en haut. Est-ce qu'il y a une cardiomégalie? Là, ici, il y a un foyer, hein, peut-être par ici. Alors après, on a quand même l'impression que le cœur va jusque là. Peut-être que oui. Opacité alvéolaire gauche, la réponse est oui. Opacité interstitielle bilatérale, la réponse est oui. Vous voyez ici une augmentation de la densité de manière bilatérale qui correspond aux anomalies qu'on avait vues. Et là, ici, vous avez une surdensité supplémentaire qui correspond à la condensation alvéolaire chez un patient fébrile. C'est une pneumopathie infectieuse. Quelles sont les propositions exactes concernant le scanner cérébral? Alors, c'est une patiente de 85 ans, chute avec TC, magnifique. Alors, vous avez ici un scanner cérébral en coupe axiale. Ce scanner cérébral est non injecté. Pourquoi? Parce que vous n'avez aucun rehaussement de structure vasculaire au sein des sillons. Vous voyez ici les ventricules latéraux. Vous avez ici la ligne médiane qui est effectivement relativement au milieu. Et vous voyez autour du parenchyme cérébral, là ici, vous avez quelque chose qui est asymétrique. Donc là, ici, c'est plutôt liquidien, ça ressemble à la densité au sein des ventricules, tout simplement les espaces périliquidiens cérébraux normaux avec un peu d'atrophie liée à l'âge. Par contre, là, ici, vous avez du blanc qui correspond à du saignement. Collection sudurale ancienne bifrontale, donc a priori plutôt non. Atrophie sous-corticale, la réponse est oui. Signe d'hypertension intracrânienne sur une seule coupe, franchement, c'est un peu difficile, mais on aurait plutôt tendance à dire non. Hémorragie sous-durale récente, effectivement, vous avez ici des collections, des lésions hématiques très denses, donc qui sont récentes, sous-durales. Séquelles ischémiques anciennes, occipitale droite. On ne voit pas de séquelles ischémiques hein, dans la région occipitale droite. Hein, vous avez du parenchyme relativement normal.
Alors la seule chose qui peut se discuter, c'est par rapport aux collections sous-durales. C'est effectivement là ici, est-ce que le fait de voir sur une coupe, c'est difficile, hein, je vous dis honnêtement. Est-ce que le fait de voir là ici un peu trop liquide peut correspondre à des hygromes bifrontaux et un qui a ressaigné? C'est difficile à dire, ça peut simplement être aussi l'atrophie, hein, donc proposition A, j'en suis pas certain. La B, c'est sûr que non. Enfin, c'est sûr que oui, pardon. La C, non. La D, il y a une hémorragie récente. Alors après, de quelle topographie elle est? Est-ce qu'elle est sous-durale, extradurale? Là, c'est difficile à dire, vu que c'est simplement ici, mais je pense qu'on peut la valider. C'est qu'elle est ischémique ancienne? Non. Alors, l'INR contrôlé à 30 minutes à 1.1. Dans le cadre de l'exploration de la douleur thoracique, vous réalisez un ECG et une radiographie pulmonaire. Donc encore une belle radiographie pulmonaire, vraiment pas de face, hein. Vous voyez que les clavicules sont pas parfaitement centrées par rapport à la ligne des épineuses. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Donc là, c'est joli, hein. On voit effectivement des belles disjonctions costales au niveau de la base droite, avec un bel émoussement du cul-de-sac pleural du côté droit, comparativement au cul-de-sac du côté gauche. A priori, sur le parenchyme en lui-même, par ailleurs, on n'a rien d'extraordinaire qui saute aux yeux. Sur le CG, je ne sais pas. Donc on nous propose embolie pulmonaire. On va raisonner logiquement, mais sur une radiographie du thorax, on ne pourra pas avoir une embolie pulmonaire. Sur un ECG, il y a des signes qui peuvent orienter, mais qui sont d'une performance assez limitée. Donc c'est probablement pas ça. Pneumonie de la base droite. Donc en base droite, effectivement, il se passe quelque chose, mais on voit que c'est un émoussement du cul-de-sac, c'est pas une condensation alvéolaire. Fracture de côte, la réponse est oui, il y a une fracture de côte. Pneumothorax, donc, on va chercher s'il y a un pneumothorax. On voit ici la trame alvéolo-interstitielle qui est bilatérale, symétrique, hein, qui remplit les poumons de manière à peu près pareille. Donc non, il n'y a pas de pneumothorax et c'est important de rechercher un pneumothorax au vu de les fractures de côte associées au petit épanchement pleural réactionnel. Donc non, et syndrome coronaire aigu, sur une radiographie du thorax, on ne va pas pouvoir voir, et sur le CG, évidemment, il y a des signes qui orientent, et on n'a pas l'impression d'avoir un méga sus décalage de ST qui apparaît, mais ça, je ne vais pas en parler. Donc, fracture de côte, je pense qu'on peut valider. Vous avez demandé une IRM médulaire. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais on va essayer de voir déjà l'IRM. Donc, déjà en regardant l'IRM, effectivement, il s'agit d'une coupe sagittale. Vous voyez que le LCR est blanc. Vous voyez aussi, hein, par ailleurs, que le patient est jeune, puisque vous n'avez pas du tout d'arthrose au niveau rachidien. Vous avez encore beaucoup de muscles, hein, un patient qui est plutôt mince, jeune. Comme ça, là, on a l'impression, a priori, en bonne santé. Vous avez ici la moelle, et vous voyez à l'intérieur de la moelle, dans cette région ici, eh bien, un hypersignal intramédulaire, qui est probablement la chose qu'on cherche à vous montrer sur cette IRM. Alors, quelles sont les propositions qu'on nous fait? Il s'agit d'une coupe coronale. Donc, coupe coronale, c'est d'avant en arrière. Là, on voit qu'on est de droite à gauche, donc non. On observe un hypersignal intramédulaire en regard de vertèbre thoracique. Donc, on est en IRM, donc c'est effectivement signal, c'est pas densité, donc c'est un hypersignal. Il est intramédulaire, effectivement, et il est en regard de vertèbre thoracique. Donc oui, le signal intramédulaire évoque une lésion inflammatoire. La réponse est oui. Ça oriente vers une lésion inflammatoire, ça n'oriente pas vers une tumeur ou vers une malformation vasculaire, par exemple. Il s'agit d'une coupe pondérée en T2, la réponse est oui, puisque le LCR est blanc. Il existe un effet de masse sur la moelle épinière. La réponse est non, puisqu'il n'y a pas une compression de la moelle, mais la lésion, elle vient de la moelle elle-même. Alors, une IRM cérébrale est effectuée. Ah bah tiens, c'est marrant, ça ressemble énormément aux questions de 2016. Hein. Il s'agit d'une IRM axiale pondérée en T2 au niveau sous-tentoriel et en flaire au niveau sustentoriel. Donc ça, c'est T2, ça c'est sustentoriel, c'est flaire. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes? On visualise des images anormales en hyposignal. Donc hyposignal, c'est moins de signal, donc c'est plutôt noir. Donc, effectivement, il y a des images anormales, mais elles sont en hypersignal. Les hypersignaux évoquent de multiples lésions métastatiques. Donc rappelez-vous, hein, il y a plein d'hypersignaux. J'ai l'impression qu'il avait l'air jeune.
Donc clairement, ça c'est pas métastatique, et surtout si c'était métastatique, on vous aurait pas montré un T2, on vous aurait montré une imagerie en gadolinium, donc après injection avec des prises de contraste. Donc là c'est non, on visualise au moins une lésion sous-corticale, donc la réponse est oui, notamment ces lésions par ici, ou cette lésion ici ou ici qui semble vraiment être sous-corticale. On visualise au moins une lésion périventriculaire. Alors, est-ce qu'on a les ventricules là-dessus? Oui, vous voyez, on voit un petit bout des ventricules cérébraux ici, et on a quelques lésions là ici en périventriculaire. La lésion la plus volumineuse en sous-tentorielle touche un pédoncule cérébelleux. Ici, c'est effectivement le pédoncule cérébelleux, donc oui. Ah voilà, alors devant des céphalées persistantes, vous pouvez pratiquer une IRM cérébrale dont voici l'image. Alors, vous avez effectivement une IRM cérébrale. Il s'agit d'une reconstruction sagittale. Il s'agit, vous voyez que le LCR est noir, donc il s'agit d'une coupe en pondération T1. Vous avez ici, ici, des structures vasculaires, artérielles et veineuses qui se rosent, donc c'est du T1, après injection de gadolinium. La légende 1 correspond à la tige de l'hypophyse. Donc là, ici, c'est la selle turcique, avec ici l'hypophyse. Et effectivement, là, c'est la tige pituitaire. Donc oui, la légende 2 correspond au troisième ventricule. Non, le troisième ventricule, il est situé plus haut. La légende 3 correspond au corps calleux. Effectivement, donc la légende 3, c'est ici. Donc ça, on est en sagittal, c'est effectivement le corps calleux. La légende 4 correspond au vermis cérébelleux. Donc le vermis cérébelleux, il est situé à la partie inférieure du cervelet, le cervelet étant là, donc ce serait plutôt par là. Et puis en plus, ça montre pas le cervelet, mais ça montre l'aqueduc là ici. Donc non, ce n'est pas le vermis cérébelleux. La légende 5 correspond au sinus sphénoïdal. Donc effectivement, vous avez quelque chose où il n'y a pas de signal, c'est de l'air, qui est juste en dessous de la selle turcique. C'est bien le sinus sphénoïdal. Des radiographies standards des genoux ont été réalisées chez votre patiente qui souffre de gonalgie. Quels signes sont retrouvés sur ces clichés du genou droit? Alors, a priori, patiente âgée, hein, on va chercher des signes d'arthrose, j'imagine, hein, en tout cas on en voit déjà ici effectivement. Des ostéophytes du compartiment fémoro-tibial médial. Donc vous avez ici le compartiment latéral, vous avez ici le compartiment médial, donc des ostéophytes c'est de la construction osseuse, que vous voyez ici et là, donc cette réponse elle est validée. Une chondrocalcinose. Donc chondrocalcinose, on va rechercher des calcifications au niveau des structures cartilagineuses que a priori on ne voit pas dans les interlignes au niveau des ménisques, hein, il n'y a pas de calcification évidente, donc on serait plutôt non pour cette proposition. Des érosions osseuses sous-chondrales à la périphérie de l'articulation. Donc érosion, c'est un bout d'os qui manque à la périphérie de l'articulation, non. Une fracture de contrainte du condyle fémoral médial. Alors, fracture de contrainte, en règle générale, ça ne se voit pas en radiographie, hein, c'est justement les fameuses fractures pour lesquelles il faut des examens un petit peu plus poussés, typiquement IRM ou scintigraphie osseuse. Et là, au niveau du condyle fémoral médial ou du plateau tibial, condyle fémoral. On voit rien de fou, donc on va plutôt pas valider ça. Un pincement de l'interligne fémorotibiale médiale, effectivement, hein, vous voyez ici, hein, l'interligne est complètement pincée avec les ostéophytes. Donc ça, c'est oui. Et voilà, c'est terminé. Alors, qu'est-ce qu'on retient de ces sujets 2022? Clairement, comparativement à 2016, hein, ils étaient mieux construits. Je les ai trouvés plus difficiles aussi. Il n'y avait pas d'erreur flagrante ou d'imagerie de mauvaise qualité. Hein. Non, l'imagerie était vraiment globalement de bonne qualité. Les questions étaient bien construites, mais je les ai trouvées à un niveau un petit peu plus difficile, hein, notamment certaines questions d'ostéo pour les non spécialistes qui étaient pas simple. Voilà, donc évidemment, l'idée, hein, c'était de vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on réfléchit, comment est-ce qu'on peut avancer, hein, et pas de prétention d'avoir les réponses juste à tous les coups, hein, clairement pas. N'hésitez pas en commentaire à me faire part de vos remarques, à me faire part de vos questions et suggestions, à relever éventuellement des petites erreurs ou incohérences. Et voilà, je vous dis peut-être à une prochaine. Merci à vous.